Nick ouvrit la porte qui séparait le bureau du shérif Baker du bloc des cellules. Aussitôt, ils commencèrent à l'injurier. Vincent Hogan et Billy Warner se trouvaient dans les deux cages à poules sur la gauche de Nick. Mike Childress était dans l'une des deux autres sur la droite. La quatrième était vide. Et si elle l'était, c'était que Ray Booth, le type à la bague rouge, avait pris la poudre d'escampette. Hé, petit con lança Childress. Hé, sale petit con. Tu sais ce qui va t'arriver quand on va sortir d'ici, hein? Tu sais ce qui va t'arriver? Bah, moi je vais t'arracher les couilles et te les faire bouffer jusqu'à ce que tu t'étrangles, hurla Billy Warner. Tu comprends? Vince Hogan ne disait rien. Mike et Billy ne le portaient pas dans leur cœur ce jour-là, le 23 juin, jour où l'on allait les transférer à la prison du comté de Calhoun en attendant leur procès. Le shérif Baker avait un peu tarabusté Vince, qui avait finalement craché le morceau. Mais Baker avait expliqué à Nick qu'au moment du procès, devant le jury, ce serait sa parole de Nick contre celle des trois autres, quatre plutôt, s'il rattrapait Ray Booth. Ces derniers jours, Nick avait appris à respecter le shérif John Baker. C'était un ancien fermier dont les 115 kilos lui avaient naturellement valu le surnom de Big Bad John. Baker avait confié à Nick le nettoyage des cellules pour compenser la perte de son salaire d'une semaine, mais ce n'était pas pour cette raison que Nick le respectait. C'était parce qu'il n'avait pas hésité à s'en prendre à ces hommes qui l'avaient battu et volé, et qu'il l'avait fait comme si Nick eût été le rejeton d'une des meilleures familles de la petite ville, alors qu'il n'était qu'un vagabond sourd et muet. Nick savait parfaitement que dans cette région proche du Mexique, plus d'un shérif l'aurait plutôt envoyé moisir 6 mois au trou. Il s'était d'abord rendu à la Syrie où Vince Hogan travaillait, dans la voiture personnelle de Baker, une petite camionnette, au lieu de la voiture de patrouille du comté. Il y avait un fusil sous le tableau de bord, toujours avec le cran de sûreté et toujours chargé, avait dit Baker, et un gyrophare que le shérif posait sur le tableau de bord quand il se déplaçait pour des raisons de service. Il l'avait mis en marche quand ils étaient arrivés à la Syrie 2 jours plus tôt. Baker s'était raclé la gorge, avait craché par la fenêtre, s'était mouché, puis avait essuyé ses yeux rouges avec un mouchoir. Sa voix faisait un bruit de corne de brume. Nick ne pouvait pas l'entendre naturellement, mais ce n'était pas nécessaire. Manifestement, le shérif avait attrapé un mauvais rhume. Bon, quand je le vois, je l'attrape par le bras, avait dit Baker. Et je te demande, c'est celui-là? Tu me fais signe que oui. Je m'en fous si c'est lui ou pas. Tu me fais signe que oui. T'as compris? Nick hocha la tête, il avait compris. Les pieds dans la sueur jusqu'aux chevilles, Vince rabotait des planches. Il fit un sourire gêné à John Baker du coin de l'œil, et il regarda Nick, debout à côté du shérif. Le visage de Nick portait encore de nombreuses traces de coups. Salut, Big John, dit Vince. Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Les autres ouvriers suivaient attentivement la scène, les yeux braqués sur Nick, puis sur Vince, puis sur Baker, puis la même chose en sens contraire, comme s'ils suivaient une sorte de partie de tennis à trois, passablement complexe à en juger par leur expression. L'un d'eux cracha un long filet de tabac à chiquer Honeycutt dans la sueur fraîche et s'essuya le menton du revers de la main. Baker saisit Vince Hogan par le bras, un bras mou et bronzé, et le tira vers lui. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, Big John? Fit celui-ci. Baker se tourna vers Nick pour qu'il puisse voir ses lèvres. Il était avec les autres? Fit Baker. Nick hocha la tête sans hésitation et montra Vince du doigt. Mais qu'est-ce qui se passe? Protesta encore Vince. Je ne connais pas ce petit connard. J'aurais craché. Alors, comment tu sais que c'est un connard? Demanda Baker. Allez, Vince, je t'emmène faire un petit tour à l'ombre, bien gentiment. Tu peux envoyer un gars chercher ta brosse à dents. Vince râlait quand le shérif le fit asseoir dans la camionnette. Il râlait encore sur le chemin du retour. Il râlait toujours quand le shérif le boucla derrière les barreaux et le laissa mijoter quelques heures dans son jus. Et Baker n'avait pas pris la peine de lui expliquer que tout ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui. Ça l'aurait embrouillé, avait-il expliqué à Nick. Quand Baker était revenu, aux alentours de midi, Vince avait trop faim et trop peur pour continuer à râler. Il avait tout craché. Mike Childress était au trou sur le coup d'1 heure, et Baker avait pincé Billy Warner chez lui au moment où il chargeait le coffre de sa vieille Chrysler pour partir en balade. Pour un bon bout de temps, avoir toutes ses valises et ses boîtes de carton remplies de bouteilles. Mais quelqu'un avait prévenu Ray, et il avait eu le bon sens de se remuer les pieds un peu plus vite. Baker emmena Nick chez lui, où sa femme l'invita à partager leur dîner. Dans la voiture, Nick avait écrit sur son bloc-notes « Je suis sûr que c'est son frère. Je regrette. Comment est-ce qu'elle prend ça ?»
Oh, ça se tassera, répondit Baker d'une voix presque officielle, très sérieux derrière son volant. Elle a sans doute un peu pleuré, mais elle connaît son frère, et elle sait bien qu'on choisit pas sa famille. Jane Baker était une jolie petite femme. De fait, elle avait pleuré. Nick se sentit mal à l'aise en voyant ses yeux cernés, mais elle lui serra la main amicalement et lui dit « Je suis bien contente de faire votre connaissance, Nick, et je m'excuse vraiment pour tous vos problèmes. Je me sens responsable, vous savez. » Nick fit signe qu'il avait compris et commença à se dandiner d'une jambe sur l'autre, affreusement gêné. « Je lui ai donné du boulot, » expliqua Baker à sa femme. « Le poste est un vrai bordel depuis que Bradley est parti à Little Rock. Il pourra faire de la peinture, mettre un peu d'ordre. De toute façon, il va falloir qu'il reste par ici un petit bout de temps pour le... Enfin, tu sais. »« Le procès, oui, » répondit-elle. Un instant, le silence fut si lourd que même Nick en fut mal à l'aise. « J'espère que vous aimez le jambon, Nick, » reprit la jeune femme avec une gaieté un peu forcée. « Parce que c'est tout ce qu'il y a, avec un peu de maïs et de la salade de choux. »« Ma salade de choux ne sera jamais aussi bonne que celle que lui faisait sa mère, » dit-elle en regardant Baker. « En tout cas, c'est ce qu'il dit. » Nick se frotta le ventre et sourit. Au dessert, il y eut de la tarte aux fraises. Nick, qui n'avait pas tellement mangé ces dernières semaines, en prit 2 parts. Jane Baker dit à son mari « Ton rhume n'a pas l'air d'aller mieux, tu travailles trop, et tu as un appétit d'oiseau. » Baker regarda son assiette d'un air coupable, puis il haussa les épaules. « Je peux bien perdre quelques kilos, » dit-il en palpant son double menton. Nick les regardait et se demandait comment 2 personnes de taille aussi différentes pouvaient s'accommoder au lit. Ils doivent y arriver quand même, pensa-t-il, en souriant intérieurement. En tout cas, ils ont l'air de s'entendre, et de toute façon, ce ne sont pas mes affaires. Tu es tout rouge, reprit Jane. Tu as de la fièvre? Non, répondit Baker. Oh, peut-être un peu. Alors tu ne sors pas ce soir, dit-elle. Tu m'entends? Mais ma chérie, j'ai des pensionnaires, répondit-il. Ils n'ont peut-être pas particulièrement besoin d'être surveillés, mais il faut quand même leur donner à manger et à boire. Nick peut s'en charger, dit-elle d'une voix décidée. Allez, va te coucher, et essaye d'oublier tes insomnies. Nick ne peut pas y aller, répondit-il mollement. Il est sourd-muet, et en plus, il ne travaille pas pour la police. Tu n'as qu'à le prendre comme adjoint, dit-elle. Mais il n'est pas d'ici, répondit Baker. Tout le monde s'en fiche, dit Jane Baker, d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. Allez, John, fais ce que je te dis. Elle se leva et commença à débarrasser la table. C'est ainsi que Nick Andros, prisonnier du shérif de Choyo, devenait son adjoint moins de 24 heures plus tard. Alors qu'il s'apprêtait à se rendre au bureau du shérif, Baker revint dans le salon, attifé d'une robe de chambre usée jusqu'à la corde, qui lui donnait l'air d'un fantôme. Il avait l'air embarrassé d'être vu dans cette tenue. « J'aurais jamais dû me laisser faire, dit-il, mais je me sens vraiment mal foutu. J'ai la poitrine complètement prise et j'ai l'impression de brûler comme un fourneau. Sans parler des jambes, elles sont en coton. » Nick fit un geste de sympathie. « Mon adjoint est parti, reprit Baker. Bradley Cade et sa femme sont allés s'installer à Little Rock quand leur bébé est mort. Il est mort dans son berceau, une histoire horrible, et je les comprends. » Nick pointa le pouce vers sa poitrine. « Oh, t'en fais pas, mon gars, tout ira bien, reprit Baker. Mais tu fais attention quand même. Il y a un 45 dans le 3e tiroir de mon bureau. Ne le prends pas avec toi quand tu vas dans le bloc des cellules, et laisse aussi les clés dans le bureau. Tu as compris? » Nick fit signe que oui. « Et si tu dois y aller, garde tes distances. S'il y en a un qui joue les malades, ne tombe pas dans le panneau. C'est le plus vieux truc du monde. De toute façon, si un type est vraiment malade, le docteur Soames pourra aller le voir demain matin. Je serai là. » Nick sortit le bloc-notes de sa poche et se mit à écrire. « Merci de me faire confiance, merci de les avoir bouclés. » Baker lut attentivement le message. « T'es vraiment un drôle de petit gars, dit Baker. D'où est-ce que tu viens? Et comment ça se fait que tu te balades tout seul comme ça? » Nick écrivit. « Une longue histoire. Je vais écrire tout ça ce soir, si vous voulez. »« D'accord, fit Baker. Tu sais que j'ai transmis ton nom au fichier central? » Oui, bien sûr, Nick s'en doutait. Les formalités habituelles, mais il n'avait rien à craindre. « Jane va commander quelque chose pour le dîner de tes pensionnaires, reprit Baker. Ils vont dire que la police les a martyrisés si on ne leur donne pas à manger. » Nick écrivit. « Dites-lui de prévenir le livreur d'entrer directement, je n'entendrai pas s'il frappe à la porte. »« Ah oui, bien sûr, d'accord, dit Baker. Tu trouveras un lit dans le coin du bureau.
Il est un peu dur, mais les draps sont propres. Et fais attention à toi, Nick. Tu ne peux pas appeler si tu as des problèmes. Nick écrivit. Je sais me débrouiller. Oh, je crois bien, dit Baker. J'aurais quand même préféré prendre un type du coin. Et il s'interrompit lorsque sa femme entra. Tu es encore en train d'embêter ce pauvre garçon, dit-elle. Laisse-le s'en aller maintenant, avant que mon crétin de frère ne vienne les libérer. Baker eut un petit rire amer. Oh, il doit être au Tennessee à présent, dit-il en poussant un long soupir qui s'éteignit en une quinte de toux sonore et grasse. Oh, je crois que je vais me coucher, Jane. Bien, je t'apporte des aspirines pour faire baisser la fièvre, dit-elle. Et alors qu'elle montait l'escalier avec son mari, elle se retourna vers Nick. Je suis bien contente d'avoir fait votre connaissance, Nick, malgré les circonstances. Faites attention à vous, comme il vous a dit. Nick la salua en s'inclinant. Elle lui répondit par une sorte de petite révérence. Il crut voir des larmes briller dans ses yeux. Un petit gars boutonneux et curieux, dans une veste blanche constellée de taches de graisse, à peu près une demi-heure après que Nick eut regagné la prison. Nick lui fit signe de poser les plateaux sur le lit et commença à griffonner sur son bloc-notes. Tout a été payé? Le livreur lut avec toute la concentration d'un élève studieux qui s'apprête à attaquer Moby Dick. Oui, répondit-il. Le shérif a une ardoise chez nous. Alors, comme ça, tu peux pas parler? Nick secoua la tête. Saloperie, dit le livreur, qui sortit sans demander son reste, comme si c'était contagieux. Nick prit les plateaux un par un et les poussa sous la grille de chaque cellule avec un manche à balai. Il leva la tête à temps pour lire sur les lèvres de Mike Childress. Trou du cul. Nick lui montra son index en souriant. Tu vas voir où je te mets mon doigt, connard, dit Childress avec un sourire méchant. Quand je vais sortir d'ici, je vais. Mais Nick se retourna et ne vit pas le reste. De retour dans le bureau, assis dans le fauteuil de Baker, il posa son bloc-notes au centre du sous-main, réfléchit un moment, puis se mit à écrire. Histoire de ma vie par Nick Andros. Il s'arrêta, un petit sourire sur les lèvres. Il s'était déjà trouvé dans de drôles d'endroits, mais il n'aurait jamais cru se voir un jour dans le bureau d'un shérif chargé de surveiller 3 hommes qui lui avaient flanqué une raclée en train d'écrire l'histoire de sa vie. Puis il recommença à écrire. Je suis né à Caslin, dans le Nebraska, le 14 novembre 1968. Mon père avait une ferme et il devait de l'argent à 3 banques. Ma mère était enceinte de moi depuis 6 mois et mon père l'emmenait voir le médecin en ville quand la direction de son camion a lâché. Il est allé dans le fossé. Mon père a eu une crise cardiaque et il est mort. 3 mois plus tard, ma mère a accouché et je suis né comme je suis. Un sale coup pour elle après la mort de son mari. Elle a continué à s'occuper de la ferme jusqu'en 1973, puis elle a dû l'abandonner aux magouilleurs, comme elle les appelait. Elle n'avait pas de famille, mais elle a écrit à des amis de Big Springs dans l'Iowa. L'un d'eux lui a trouvé du travail dans une boulangerie, et nous avons habité là-bas jusqu'en 1977, quand elle est morte dans un accident. Un type en moto l'a renversée un jour qu'elle rentrait du travail. Ce n'était même pas sa faute. Défaillance des freins, la malchance. Il ne roulait pas tellement vite. Les baptistes ont payé l'enterrement de ma mère. Ensuite, ils m'ont envoyé à l'orphelinat des enfants de Jésus-Christ, à Des Moines. C'est là que j'ai appris à lire et à écrire. Il s'arrêta. Il avait mal à la main de tant écrire, mais il y avait autre chose aussi. Il se sentait mal à l'aise de revivre toute cette histoire. Il se leva pour aller jeter un coup d'œil dans les cellules. Childress et Warner dormaient. Vince Hogan était debout derrière la grille de sa cellule. Il fumait une cigarette et regardait, de l'autre côté du couloir, la cellule vide où Ray Booth aurait dû se trouver s'il n'avait pas pris la fuite. Hogan avait l'air d'avoir pleuré, comme avait pleuré autrefois ce petit bonhomme abandonné de tous, ce petit sourd-muet, Nick Andros. Il avait appris un mot au cinéma quand il était encore enfant, incommunicado. Un mot qui avait toujours eu une résonance fantastique pour Nick, un mot terrible qui cognait dans sa tête, un mot qui résumait toute la peur de celui qui vit à l'extérieur du monde des gens normaux, qui ne vit que dans son âme. Il avait été incommunicado toute sa vie. Il se rassit et relut la dernière ligne. C'est là que j'ai appris à lire et à écrire. Mais ce n'était pas aussi simple. Il vivait dans un monde de silence. L'écriture était un code. Pour parler, il fallait remuer les lèvres, ouvrir et refermer la bouche, faire danser sa langue. Sa mère lui avait appris à lire sur les lèvres. Elle lui avait appris à écrire son nom en grosses lettres maladroites. « C'est ton nom », avait-elle dit.
C'est toi, Nicky. Mais naturellement, elle l'avait dit silencieusement pour lui, des mots sans signification. Il avait commencé à comprendre quand elle avait montré la feuille de papier, puis lui avait touché la poitrine. Le pire pour lui n'était pas de vivre dans un monde de cinéma muet, le pire c'était d'ignorer le nom des choses. Ce n'est qu'à 4 ans qu'il avait véritablement commencé à comprendre que les choses avaient des noms, et il n'avait su qu'à l'âge de 6 ans que ces grandes affaires vertes que l'on voyait dehors s'appelaient des arbres. Il aurait voulu le savoir, mais personne n'avait pensé à le lui dire, et il n'avait aucun moyen pour le demander. Il était incommunicado. Lorsqu'elle était morte, la régression avait été presque totale. L'orphelinat était un lieu de silence angoissant, où des petits garçons chétifs, au visage grimaçant, se moquaient de son silence. 2 camarades couraient vers lui, l'un les mains collées sur la bouche, l'autre sur les oreilles. Pourquoi? Sans aucune raison. Si ce n'est peut-être que dans la classe des victimes, il existait une sous-classe, celle des victimes des victimes. Il avait cessé de vouloir communiquer. Son esprit avait commencé à rouiller, à se désintégrer. Il errait, comme un somnambule, regardant ces choses sans nom qui remplissaient le monde. Il voyait les enfants, dans la cour, remuer les lèvres, ouvrir et refermer la bouche, agiter leur langue dans la danse rituelle de la parole. Et il lui arrivait de rester à contempler un nuage pendant une bonne heure. Mais Rudy était arrivé. Un homme fort, chauve, le visage couturé de cicatrices. 1,95 m, autant dire 10 mètres pour ce petit avorton de Nick Andros. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans une salle de jeu au sous-sol. Une table, 6 ou 7 chaises et une télévision qui fonctionnait quand elle voulait bien. Rudy s'était accroupi pour que ses yeux soient à peu près au même niveau que ceux de Nick, puis il avait posé ses grosses mains calleuses sur sa bouche et ses oreilles. « Je suis sourd-muet. » Nick s'était retourné, maussade. « Qu'est-ce que ça peut me foutre ?» Rudy lui avait donné une claque. Nick était tombé, sa bouche s'était ouverte et des pleurs silencieux avaient commencé à rouler de ses yeux. Il ne voulait pas être là avec ce monstre couvert de cicatrices, cet ogre avec sa vilaine tête chauve. Il n'était pas sourd-muet et il se moquait de lui. Rudy l'avait doucement remis sur ses pieds pour le conduire vers la table devant une feuille de papier. Rudy la lui avait montrée du doigt. Nick l'avait regardé d'un air boudeur, puis s'était retourné vers l'homme chauve en secouant la tête. Rudy lui avait montré à nouveau la feuille blanche. Il avait sorti un crayon de sa poche et l'avait tendu à Nick. Nick l'avait laissé tomber sur la table comme s'il lui avait brûlé les doigts, et il avait encore secoué la tête. Rudy avait montré le crayon, puis Nick, puis le papier. Nick avait secoué la tête, et Rudy lui avait redonné une claque. Encore des larmes silencieuses. Le visage balafré le regardait, vide de toute expression, si ce n'est une infinie patience. Rudy montrait le papier, le crayon. Et Nick avait fini par prendre le crayon dans son poing. Il avait écrit les quelques mots qu'il savait encore, récupérés quelque part dans le mécanisme rouillé de sa mémoire. « Nick, je t'emmerde !» Puis il avait cassé le crayon en deux et avait regardé Rudy droit dans les yeux, plein d'arrogance. Rudy souriait. Tout à coup, il s'était penché au-dessus de la table pour poser les mains sur la tête de Nick, des mains chaudes et douces. Nick ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on l'avait touché avec autant d'amour. Sa mère le touchait ainsi autrefois. Rudy avait retiré ses mains, ramassé le bout de crayon et retourné la feuille. Et il lui avait encore montré cette feuille blanche, encore et encore. Finalement, Nick avait compris. « Tu es cette page blanche !» Nick s'était mis à pleurer, et Rudy était revenu s'occuper de lui pendant 6 ans. Il se remit à écrire. « J'ai appris à lire et à écrire. Un homme, Rudy Sparkman, est venu m'aider. J'ai eu beaucoup de chance qu'il soit là. En 1984, l'orphelinat a dû fermer. La plupart des enfants ont trouvé des familles d'accueil, mais pas moi. J'aurais voulu rester avec Rudy, mais il était en Afrique pour le Peace Corps. Alors je me suis sauvé. Comme j'avais 16 ans, ils ne m'ont sans doute pas tellement cherché. Je pensais que je pourrais m'en tirer si je ne faisais pas de bêtises. Et jusqu'à présent, je m'en suis assez bien tiré. J'ai suivi des cours par correspondance. Rudy m'avait toujours dit que l'instruction était ce qu'il y avait de plus important. Quand j'aurais trouvé un endroit où m'installer, je passerais mes examens. Ça ne devait pas être trop difficile. J'aime apprendre. J'irai peut-être un jour à l'université, et je sais que ça paraît un peu bizarre qu'un sourd-muet comme moi pense faire des études universitaires, mais je crois que c'est possible. Voilà mon histoire. Le lendemain, Baker était arrivé vers 7h30. Nick vidait les corbeilles en papier.
Le shérif avait l'air d'aller mieux. « Comment allez-vous » avait écrit Nick. « Plutôt bien, » répondit Baker. « J'ai eu une grosse fièvre jusqu'à minuit, la pire depuis mon enfance. L'aspirine ne faisait aucun effet, et Jane a voulu appeler le médecin, mais la fièvre est tombée vers minuit et demi. Ensuite, j'ai très bien dormi. Et toi, ça va ?» Nick lui fit signe que tout s'était bien passé en levant le pouce. « Et les pensionnaires ?» Nick ouvrit et referma sa bouche plusieurs fois, comme s'il marmonnait quelque chose. L'air furieux, il cognait contre des barreaux invisibles. Baker éclata de rire, puis éternua plusieurs fois. « T'aurais dû regarder la télévision, dit-il. Et puis, t'as écrit l'histoire de ta vie ?» Nick lui fit signe que oui, et lui remit les 2 feuillets. Le shérif s'assit et commença à lire avec beaucoup d'attention. Quand il eut terminé, il lui lança un regard si pénétrant que Nick baissa les yeux pour cacher sa gêne. Quand il les releva, Baker était en train de dire « Tu te débrouilles tout seul depuis que t'as 16 ans ? Il y a 6 ans que t'es en vadrouille ?» Nick fit signe que oui. « Et tu as vraiment pris des cours par correspondance ?» Nick reprit le bloc-notes et écrivit « J'avais beaucoup de retard. Quand l'orphelinat a fermé, je commençais à rattraper le temps perdu. J'ai vu une annonce pour des cours par correspondance sur une boîte d'allumettes et je me suis inscrit à l'école de LaSalle de Chicago. Il me reste 3 cours à prendre. »« Lesquels » demanda Baker, qui se retourna ensuite vers les cellules. « Oh, vos gueules là-dedans ! Vous aurez votre café quand ça me plaira, pas avant. » Nick écrivait « Géométrie, maths et une langue étrangère. C'est ce qui me manque pour rentrer à l'université. »« Une langue étrangère » demanda Baker. « Tu veux dire comme le français, l'allemand ou l'espagnol ?» Nick hocha la tête. « Ben ça alors » fit Baker en éclatant de rire. « Un sourd-muet qui apprend une langue étrangère. Excuse-moi mon gars, je voulais pas me moquer de toi, mais tu comprends ?» Nick sourit. « Et pourquoi est-ce que t'es toujours en vadrouille » demanda Baker. Nick écrivit. « Quand j'étais mineur, je n'osais pas rester longtemps au même endroit. J'avais peur qu'on me mette dans un autre orphelinat. Quand j'ai été assez grand pour chercher un travail régulier, la situation économique n'était pas très bonne. On disait que la bourse s'était cassé la gueule, mais comme je suis sourd, je n'ai rien entendu. »« Ah, c'est sûr que les gens se fichent de tout aujourd'hui, » dit Baker. « Pour un travail régulier, je vais peut-être pouvoir te trouver quelque chose par ici, à moins que ces connards t'aient vraiment dégoûté de Shoyo et de l'Arkansas. Mais on n'est pas tous comme ça, tu sais. » Nick fit signe qu'il avait compris. « Et comment vont tes dents » demanda Baker. « T'as pris une sacrée dérouillée. » Nick haussa les épaules. « T'as pris les pilules du docteur ?» Nick leva 2 doigts. « Écoute, il faut que je remplisse des papiers maintenant. Continue ton travail, on en reparlera plus tard. » Le docteur Soames, l'homme qui avait failli écraser Nick, arriva vers 9h30. C'était un homme dans la soixantaine, cheveux blancs hirsutes, cou de poulet, yeux bleus très vifs. « Big John m'a dit que vous saviez lire sur les lèvres, » dit le docteur. « Et il veut aussi vous trouver un emploi. Alors il vaut mieux que je m'assure que vous n'allez pas lui claquer entre les pattes. Mettez-vous torse nu. » Nick déboutonna sa chemise bleue et l'enleva. « Nom de Dieu, mais dans quel état ils l'ont mis » dit Baker. « Ah bah ça, ils n'ont pas perdu leur temps, » répondit Soames en examinant Nick. « Mon garçon, ils vous ont presque arraché le nichon gauche. » Il montrait une croûte en forme de croissant juste au-dessus du mamelon. L'abdomen et la cage thoracique de Nick ressemblaient à un lever de soleil dans le Grand Nord canadien. Soames le palpa de part en part, puis examina longuement ses pupilles. Finalement, il regarda ce qui lui restait de ses dents de devant, seul endroit où il avait vraiment mal maintenant, malgré ses bleus spectaculaires. « Ça doit vous faire un mal de chien, » dit le docteur, et Nick hocha la tête tristement. « Elles vont tomber et... » Mais le médecin éternua 3 fois. « Excusez-moi, » dit-il. Il remettait déjà ses instruments dans sa sacoche de cuir noir. « Vous n'avez rien de cassé, mon jeune ami, à part vos dents, bien sûr. Tout ira bien, à condition que le tonnerre ne vous tombe pas sur la tête et que vous n'alliez plus jamais prendre un verre chez Zach. Mais dites-moi, si vous ne pouvez pas parler, c'est à cause d'une malformation congénitale ou bien à cause de votre surdité ?»« Malformation congénitale, » écrivit Nick. « Oh, c'est pas de veine, » reprit le toubib. « Heureusement que le bon Dieu n'a pas décidé de vous offrir la cervelle en plus. Vous pouvez remettre votre chemise. » Nick s'exécuta. Il aimait bien ce médecin. À sa façon, il ressemblait beaucoup à Rudy Sparkman.
Rudy lui avait raconté un jour que Dieu avait donné à tous les sourds-muets 5 centimètres de plus au-dessous de la ceinture pour compenser le petit truc qui leur manquait au-dessus du cou. Je vais dire au pharmacien de vous redonner des comprimés, reprit le docteur. Et ce gros-là paiera la note. Hey, fit John Baker. Vous n'allez pas me faire pitié, shérif, reprit le toubib. Je sais que vous êtes plein aux as. Le médecin éternua de nouveau, s'essuya le nez, fouilla dans sa sacoche et en sortit un stéthoscope. Vous feriez mieux de vous tenir tranquille, docteur, dit le shérif. Sinon, je vous fais boucler pour ivresse sur la voie publique. Ah bah j'aimerais bien voir ça, dit le toubib. Un de ces jours, vous ouvrirez trop grand votre gueule et vous finirez par tomber dedans. Enlevez donc votre chemise, John. On va voir si vos tétines sont aussi grosses qu'avant. Enlevez ma chemise fit Baker. Mais pourquoi? Parce que votre femme veut que je vous examine, voilà tout. Elle pense que vous êtes malade et elle ne veut pas vous voir crever. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Je lui ai pourtant souvent dit que nous n'aurions plus besoin de nous cacher pour fricoter ensemble si vous étiez 5 pieds sous terre. Allez, Johnny, montrez-nous votre bedaine. C'est simplement un rhume, grommela Baker en déboutonnant sa chemise. Je me sens bien ce matin. Et je vous jure, Ambrose, vous m'avez l'air bien plus malade que moi. On se tait. C'est le docteur qui commande, dit Soames en se retournant vers Nick. C'est un rhume drôlement contagieux. Madame Latrobe est malade et toute la famille Ritchie. Même ces minables de Baker Road sont en train de perdre ce qu'il leur restait de cervelle dans leur mouchoir. Et notre brave Billy Warner tousse lui aussi dans sa cage. Baker avait réussi à s'extirper de son maillot de corps. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais, dit le docteur. Est-ce qu'il n'a pas des nichons fantastiques? Si j'étais plus jeune, il me donnerait des envies. Baker eut un sursaut quand le stéthoscope toucha sa poitrine. Nom de Dieu, c'est froid, votre truc. Qu'est-ce que vous faites avec votre engin? Vous le mettez au congélateur? Respirez, dit Soames en fronçant les sourcils. Expirez maintenant. L'expiration de Baker se transforma en un petit toussotement. Soames ausculta longuement le shérif, devant, derrière, puis il rangea son stéthoscope et prit un abaisse-langue pour lui examiner la gorge. L'examen terminé, il cassa l'abaisse-langue en deux et le jeta dans la corbeille. « Alors » demanda Baker. Soames enfonça les doigts de sa main droite dans le cou de Baker, sous la mâchoire. Baker recula en grimaçant. « Ouais, pas la peine de me demander si ça fait mal, » dit Soames. « John, rentrez chez vous et couchez-vous. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. » Le shérif tiquait un peu. « Ambrose, dit-il tranquillement, vous savez bien que c'est impossible. J'ai 3 prisonniers que je dois emmener à Camden cet après-midi. J'ai laissé le petit gars avec eux hier soir, mais ce n'était pas une idée très brillante, et je ne veux pas recommencer. Si j'avais eu toute ma tête, je n'aurais jamais décidé ça hier soir. »« Oubliez ces pauvres types, John, dit Soames, et occupez-vous de vos problèmes, parce que vous en avez. Une infection des voies respiratoires et pas piqué des vers, si j'en crois mes oreilles, avec de la fièvre en plus. Vos tuyaux sont malades, Johnny, et pour être bien franc, ce n'est pas une plaisanterie avec un homme qui trimballe toute cette viande avec lui. Allez vous coucher, et si vous vous sentez bien demain matin, débarrassez-vous de vos types. Ou mieux, demandez à la police de l'État de venir les chercher. » Baker se tourna vers Nick, comme pour s'excuser. « Tu sais, je me sens vraiment crevé. Peut-être qu'avec un peu de repos... » Nick écrivit. « Rentrez chez vous et restez au lit, je vais faire attention. Et puis je dois gagner assez d'argent pour payer les calmants. »« Ah, rien de tel qu'un drogué en manque pour travailler, » dit Soames en ricanant. Baker prit les 2 feuilles de papier où Nick racontait sa vie. « Je peux les faire lire à Jane. Elle te trouve très sympathique, Nick. »« Naturellement, elle est très gentille, » écrivit-il. « Ah, ça tu peux le dire, » dit Baker, en reboutonnant sa chemise. « Je sens que la fièvre revient, et très fort. Je croyais qu'elle avait foutu le camp. »« Prenez de l'aspirine, » dit Soames, en bouclant sa sacoche. « C'est cette infection des ganglions que je n'aime pas du tout. »« Tu trouveras une boîte de cigares dans le tiroir du bas, » continua de dire Baker en s'adressant à Nick. « C'est dans la petite caisse. Passe prendre tes médicaments quand tu iras déjeuner. Ces pauvres cons n'ont pas grand-chose dans le pantalon, » dit-il en désignant les cages du pouce. « Ils devraient se tenir à carreau. Laisse un reçu dans la boîte pour l'argent que tu prends. Je vais appeler la police de l'État et tu seras débarrassé de ces types avant ce soir. » Nick leva le pouce en l'air. « Je te fais drôlement confiance, pourtant je te connais pas très bien, mais Jane dit que ça ira. Tu as la tête sur les épaules. » Nick hocha la tête. Jane Baker était arrivée vers 6 heures hier soir avec un petit plat qu'elle avait préparé pour lui et 1 litre de lait. Nick écrivit. « Merci beaucoup. Comment va votre mari ?»
Elle se mit à rire, petite femme aux cheveux châtains, jolie dans sa chemise à carreaux et son jean délavé. Il voulait venir lui-même, dit-elle, mais je l'en ai empêché. Il avait tellement de fièvre cet après-midi que j'en ai eu vraiment peur. Mais il ne fait presque plus de température ce soir. Je pense que c'est la police de l'État qui lui a provoqué une poussée de fièvre. John a l'habitude de piquer une crise chaque fois qu'il a affaire au type de la police de l'État. Ils lui ont dit qu'il ne pouvait envoyer personne chercher ses prisonniers avant 9 heures demain matin. Beaucoup de monde en congé de maladie, disent-ils, au moins 20. Et ceux qui étaient de service ont passé leur temps à transporter des malades à l'hôpital, à Camden ou même à Pine Bluff. On dirait une épidémie. Et j'ai l'impression que le docteur Ambrose Soames est bien plus inquiet qu'il ne le dit. Elle avait l'air inquiète, elle aussi. Puis elle sortit de sa poche les 2 feuillets pliés en 2. Quelle histoire, dit-elle d'une voix douce. Vous n'avez vraiment pas eu de chance. Et la manière dont vous avez surmonté vos handicaps, c'est tout simplement extraordinaire. Je voudrais m'excuser encore pour mon frère. Embarrassé, Nick se contenta de hausser les épaules. J'espère que vous allez rester à Choyo. Mon mari vous aime bien. Et moi aussi. Mais faites attention à ces types. Nick écrivit. Je vais faire attention. Dites au shérif que j'espère qu'il va aller mieux. Je lui dirai, dit-elle. Elle sortit. Nick passa une nuit agitée, se levant de temps en temps pour aller jeter un coup d'œil sur ses 3 pensionnaires. Non, ils ne roulaient plus des mécaniques maintenant. À 10 heures, ils étaient tous endormis. 2 types vinrent voir si tout allait bien, et Nick remarqua que tous les 2 paraissaient enrhumés. Il fit des rêves étranges, et tout ce dont il put se rappeler lorsqu'il se réveilla fut qu'il marchait dans un immense champ de maïs vert à la recherche de quelque chose, mais tenaillé par la peur d'une autre chose qui semblait être derrière lui. Il se réveilla tôt et se mit à balayer méticuleusement le couloir qui séparait les 2 rangées de cellules, sans s'occuper de Billy Warner et de Mike Childress. Au moment où il allait sortir, Billy se mit à crier derrière lui. « Ray va revenir, tu sais. Et quand il va t'attraper, ça ne te suffira plus d'être sourd-muet. Tu voudras sûrement être aveugle en plus. » Mais Nick, le dos tourné, ne comprit pas. De retour au bureau, il prit un vieux numéro de la revue Time. Il pensa un instant poser les pieds sur le bureau, mais y renonça aussitôt, au cas où le shérif viendrait faire un tour. À 8 heures, il se demandait un peu inquiet si le shérif Baker n'avait pas fait une rechute durant la nuit. Il aurait dû être là, prêt à remettre les 3 prisonniers à la police de l'État. Et puis son estomac commençait à faire de drôles de bruits. Le livreur du restaurant n'était pas venu, et Nick regarda le téléphone d'un air de dépit. Il aimait beaucoup la science-fiction et s'achetait parfois de vieux livres à moitié déchirés, découverts sur les étagères poussiéreuses des brocanteurs de campagne. Et il se surprit à penser, mais ce n'était pas la première fois, que ce serait vraiment un grand jour pour les sourds-muets du monde quand apparaîtraient ces téléphones à écran dont on parlait un peu partout. À 9 heures moins le quart, il se sentait vraiment mal à l'aise et s'avança vers la porte pour voir ce qui se passait dans le bloc des cellules. Billy et Mike étaient tous les 2 debout derrière leur grille. Ils cognaient depuis un bon bout de temps déjà sur les barreaux avec leurs chaussures, ce qui prouvait simplement que les gens qui ne peuvent pas parler ne constituent qu'un faible pourcentage des connards du monde. Vince Hogan était couché. Il tourna simplement la tête et regarda fixement Nick. Son visage était pâle, à l'exception de ses joues très rouges et de 2 taches noires sous ses yeux. De la sueur perlait sur son front. À voir son regard fiévreux et apathique, Nick comprit que l'homme était malade. Son inquiétude grandit encore. « Hé, connard, c'est pour quand le petit déjeuner ?» gueula Mike. « Et j'ai bien l'impression que Vince aurait besoin de voir le toubib. Ça lui réussit pas de trop parler. Hein, pas vrai, Bill ?» Mais Bill n'était pas d'humeur à plaisanter. « Hé, mec, je regrette ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vince est malade, tu peux me croire. Il a besoin de voir un toubib. » Nick fit signe qu'il avait compris et ressortit. Il se rassit derrière le bureau et prit le bloc-notes. « Shérif Baker, ou celui qui lira ce mot. Je suis allé chercher à manger pour les prisonniers et voir si je peux trouver le docteur Soames pour Vince Hogan. Ce n'est pas de la comédie, il a l'air vraiment malade. Signé Nick Andros. » Il détacha la feuille et la laissa sur le bureau. Puis il glissa le bloc-notes dans sa poche et sortit dans la rue. La première chose qui le frappa fut la chaleur tranquille du matin et l'odeur des plantes qui embaumaient la rue. L'après-midi allait être torride, un de ces jours où les gens préfèrent faire leurs courses très tôt pour rester tranquilles l'après-midi. Mais la grande rue de Choyo paraissait étrangement déserte ce matin-là, comme un dimanche. Devant les magasins, la plupart des places de stationnement étaient vides.
Quelques voitures, quelques camions de ferme circulaient dans la rue, mais pas beaucoup. La quincaillerie avait l'air d'être ouverte, mais les stores de la banque étaient encore fermés alors qu'il était plus de 9 heures. Nick tourna à droite. Le restaurant se trouvait 5 rues plus loin. Il allait traverser la 3e quand il vit la voiture du docteur Soames qui remontait lentement la rue dans sa direction en zigzagant un peu, comme épuisé. Nick fit de grands gestes, crut un moment que Soames n'allait pas s'arrêter, mais le médecin s'approcha finalement du trottoir et se gara en biais, obstruant près de la moitié de la rue. Il ne sortit pas, mais resta assis derrière son volant. Nick eut un coup quand il le vit. Soames avait vieilli de 20 ans depuis qu'il l'avait vu pour la dernière fois en train de bavarder avec le shérif. L'épuisement, sans doute, mais l'épuisement ne pouvait quand même pas expliquer une transformation aussi radicale. Le médecin sortit alors un mouchoir froissé de sa poche, comme un vieux prestidigitateur blasé fait un tour qui ne l'intéresse plus guère, et il éternua plusieurs fois. Puis il se laissa aller contre l'appui-tête, la bouche entr'ouverte, pour reprendre son souffle. Sa peau était jaune et cireuse, comme celle d'un mort, pensa Nick. Puis Soames rouvrit les yeux. « Le shérif Baker est mort, dit-il. Si c'est pour ça que vous m'avez fait signe, eh ben, tout est fini. Il est mort un peu après 2 heures du matin. Jane est malade, elle aussi. » Nick écarquillait les yeux. « Mort, le shérif Baker ? Mais sa femme était venue hier soir, et il se sentait mieux, et elle était en pleine forme. Non, c'était impossible. » « Oui, mort, répéta Soames, comme si Nick avait pu dire ce qu'il pensait. Et il n'est pas le seul. J'ai signé 12 certificats de décès en 12 heures. Et je connais 20 malades qui vont être morts d'ici midi, si Dieu le veut. Mais j'ai bien l'impression que Dieu n'a rien à y voir, et je le soupçonne fort de ne pas vouloir se mêler de cette affaire. Nick sortit le bloc-notes de sa poche, et il écrivit « Qu'est-ce qu'ils ont tous ?» « Je ne sais pas, répondit Soames en froissant lentement la feuille pour en faire une boule qu'il jeta dans le caniveau. Mais tout le monde en ville semble avoir rattrapé cette cochonnerie. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et je suis malade, moi aussi, même si c'est surtout de la fatigue pour le moment. Je ne suis plus tout jeune. Toutes ces heures debout, il faudra bien que je paye le prix. Sa voix était fatiguée, effrayée, et était montée d'un cran. Heureusement, Nick ne put l'entendre. « Et ça n'arrangera rien si je me mets à pleurnicher, ajouta-t-il. Nick, qui n'avait pas du tout compris que Soames avait envie de pleurnicher, le regarda d'un air médusé. Soames prit une bonne minute pour sortir de sa voiture en s'appuyant sur le bras de Nick. Sa main le serrait comme celle d'un vieillard, une pression faible mais presque frénétique. « Allons nous asseoir sur ce banc, Nick. C'est agréable de vous parler. On vous l'a sûrement déjà dit. » Nick tendit la main dans la direction de la prison. « Oh, ils ne vont pas s'envoler, dit le toubib. S'ils ont attrapé cette saloperie, ce sont les derniers sur ma liste pour le moment. » Ils s'assirent sur le banc vert vif. Sur le dossier, une petite pancarte faisait de la réclame pour une compagnie d'assurance locale. Soames leva un peu la tête pour recevoir en plein visage les rayons du soleil. « Frissons et fièvre, dit-il. Depuis à peu près 10 heures hier soir. Non, les frissons ont commencé un peu plus tard. Heureusement, j'ai pas la diarrhée. »« Vous devriez aller vous coucher, » écrivit Nick. « Oui, je devrais, dit Soames, et c'est ce que je vais faire. Mais je veux d'abord me reposer quelques minutes. » Il ferma les yeux, et Nick crut qu'il s'était endormi. Il se demandait s'il devait aller au restaurant pour rapporter quelque chose à Billy et à Mike. Puis le docteur Soames recommença à parler, sans ouvrir les yeux. Nick observait ses lèvres. « Les symptômes sont tous très communs, disait le docteur. Frissons, fièvre, maux de tête, faiblesse générale, manque d'appétit, miction douloureuse, enflure des ganglions des aisselles et de l'aine, respiration difficile. » Il ouvrit les yeux et regarda Nick. « Ce sont les symptômes du rhume, de la grippe ou de la pneumonie. Nous pouvons soigner tout cela, Nick. Sauf quand le malade est très jeune ou très vieux, ou s'il a été affaibli par une autre maladie. Les antibiotiques finissent par en venir à bout, mais pas cette fois-ci. L'évolution est rapide ou lente, ça n'a aucune importance, on ne peut rien faire. Cette chose monte, régresse, monte encore, et le malade est de plus en plus faible. L'enflure empire, et finalement c'est la mort. Quelqu'un a fait une erreur quelque part, et ils essayent de le cacher à tout le monde. » Nick le regardait, incrédule. Avait-il bien lu les mots sur les lèvres du médecin, ou Soames était-il en plein délire? « Un peu paranoïaque, non, vous ne trouvez pas ?» demanda le médecin, en le regardant avec une lueur d'amusement dans ses yeux fatigués. «
Vous savez, la paranoïa de la jeune génération m'inquiétait beaucoup. Toujours en train de penser qu'on interceptait leurs conversations au téléphone, qu'on les suivait, ou qu'on ramassait des tas d'informations sur eux dans des banques de données. Et je découvre maintenant qu'ils avaient raison et que j'avais tort. La vie est bien belle, Nick, mais la vieillesse peut vous faire payer très cher vos préjugés. Nick écrivit. Que voulez-vous dire? Il n'y a plus un téléphone qui fonctionne à Shoyo, dit le docteur. Nick ignorait s'il s'agissait d'une réponse à sa question. Soames n'avait apparemment jeté qu'un regard distrait sur son dernier message. Ou si le docteur était parti sur une nouvelle piste, la fièvre le faisait peut-être divaguer. Le médecin vit que Nick avait l'air étonné, et il parut comprendre que le sourd-muet ne le croyait peut-être pas. « C'est pourtant vrai, reprit Soames. Si vous essayez d'appeler en dehors de la ville, tout ce que vous obtenez, c'est un message enregistré. Les 2 entrées et les 2 sorties de l'autoroute sont barrées. Travaux, disent les pancartes. Mais il n'y a pas de travaux, j'ai été voir. Je suppose qu'on pourrait enlever les barrières, mais il ne paraît pas y avoir beaucoup de circulation sur l'autoroute ce matin. Et la plupart des véhicules semblent être des camions et des jeeps de l'armée. » Nick écrivit. « Et les autres routes ? » « La route 63 est coupée à la sortie est, répondit le docteur. Réparation d'un petit pont, paraît-il. Et à la sortie ouest, on dirait qu'il y a eu un grave accident. 2 voitures en travers de la route, impossible de passer. Des feux clignotants, mais pas trace de la police et pas trace d'une dépanneuse. Il s'arrêta, sortit son mouchoir et se moucha. Les ouvriers qui réparent le pont travaillent vraiment lentement, selon Joe Rackman qui habite par là. J'étais chez Rackman il y a 2 heures, à peu près, pour m'occuper de son petit garçon, qui est vraiment très malade. Joe m'a dit qu'il avait l'impression que les ouvriers étaient en fait des soldats, même s'ils sont habillés comme des types de la voirie et qu'ils aient un camion des travaux publics. Comment le sait-il? Écrivit Nick. Les ouvriers font rarement le salut militaire, répondit Soames. Soames se leva et Nick fit de même. Et les petites routes, écrivit Nick. Peut-être, fit le médecin. Mais je ne suis pas un héros. Joe dit qu'il a vu des fusils dans la cabine de ce camion, des fusils de guerre. Si quelqu'un tente de sortir de Shoyo par les petites routes, et s'il le voit faire, qui sait? Et puis, une fois sorti de Shoyo, je répète, quelqu'un a fait une erreur. Et maintenant, il s'efforce de tout cacher. C'est de la folie. Naturellement, on va finir par le savoir, et il ne faudra pas longtemps. Mais en attendant, combien de gens vont mourir? Terrorisé, Nick regarda le docteur Soames remonter dans sa voiture. « Et vous, Nick, comment ça va? Vous éternuez? Vous toussez ?» À chaque question, Nick fit signe que non. « Allez-vous essayer de partir d'ici? Je pense que c'est possible en passant par les champs. » Nick secoua la tête et se mit à écrire. « Ces types sont enfermés, je ne peux pas les laisser. Vince Hogan est malade, mais les 2 autres ont l'air d'aller bien. Je vais leur apporter leur petit déjeuner et ensuite j'irai voir Madame Baker. » Vous êtes un brave type, dit Soames. C'est plutôt rare. Et à notre époque, un jeune homme qui a le sens des responsabilités, c'est encore plus rare. Elle va apprécier, Nick, je le sais. Monsieur Brassman, le pasteur, a dit qu'il irait la voir lui aussi. J'ai bien peur que ce ne soit pas sa dernière visite de la journée. Mais faites bien attention à ces 3 types, n'est-ce pas? Nick fit un signe de tête. Très bien, continua-t-il. Je vais essayer de passer vous voir cet après-midi. Le médecin démarra, les yeux rouges, l'air hagard, épuisé. Nick le suivit quelque temps du regard, très inquiet, puis continua sa route vers le restaurant. Il était ouvert, mais l'un des 2 cuisiniers n'était pas là, et 3 des 4 serveuses ne s'étaient pas présentées. Nick dut attendre longtemps qu'on le serve, et quand il revint à la prison, Billy et Mike avaient l'air terrorisés. Vince Hogan délirait. À 6 heures de l'après-midi, il était mort. Il y avait longtemps que Larry n'avait pas mis les pieds à Times Square, et il s'attendait à lui trouver une allure différente, magique. Tout allait lui paraître plus petit, plus excitant. Il n'allait plus être intimidé par la vitalité brutale, vaguement fétide et dangereuse de cette place, comme du temps de son enfance, quand lui et Buddy Marks y allaient en cachette voir 2 films pour 99 cents ou admirer le clinquant des vitrines, des billards et des jeux électroniques. Mais rien n'avait changé, ou plutôt si. En sortant du métro, le kiosque à journaux, 50 mètres plus loin, là où se trouvait une galerie remplie de machines à sous et de jeunes voyous, cigarettes au coin de la bouche, se trouvait maintenant un fast-food. Devant la vitrine, une bande de jeunes noirs se déhanchait lentement au son d'une musique qu'ils étaient seuls à entendre. Il y avait davantage de salons de massage, davantage de cinéma porno.
Mais rien n'avait changé, ce qui l'attrista un peu. En un sens, la seule véritable différence ne faisait qu'empirer les choses. Maintenant, il se sentait comme un touriste ici. Mais peut-être les New-Yorkais eux-mêmes se sentaient-ils comme des touristes à Times Square. Il n'en savait rien. Il n'était plus New-Yorkais et il n'avait pas particulièrement envie de le redevenir. Sa mère n'était pas allée travailler, elle avait un rhume depuis quelques jours et s'était réveillée avec de la fièvre. De son lit étroit, rassurant, dans son ancienne chambre, il l'avait entendu préparer le petit déjeuner, éternuer plusieurs fois et même lâcher plusieurs merdes bien senties. Puis le son de la télévision, le premier bulletin d'information. Tentative de coup d'État en Inde, explosion dans une centrale électrique au Wyoming. La Cour suprême allait se prononcer sur les droits des homosexuels. Quand Larry était entré dans la cuisine en boutonnant sa chemise, le journal était terminé et Jen Shalit était en train d'interviewer un gros homme chauve qui présentait une collection de petits animaux en verre soufflé. Un hobby passionnant, expliquait-il, son passe-temps favori depuis 40 ans. Un grand éditeur allait prochainement publier le récit de cette fascinante aventure. Puis l'homme éternua. Je vous excuse, dit Jen Shalit en poussant un petit gloussement. Tes œufs brouillés ou sur le plat demanda Alice Underwood. Brouillés, répondit Larry, sachant qu'il n'aurait servi à rien de protester. Pour Alice, un petit déjeuner n'était pas concevable sans œufs, qu'elle appelait ses cocos quand elle était de bonne humeur. Plein de protéines et nourrissant. Sa théorie de l'alimentation était assez floue, mais solide comme le roc. Elle avait en tête toute une liste de choses nourrissantes, Larry le savait d'expérience, et une autre de leur contraire, à savoir les bonbons, les cornichons, les caramels, les chewing-gums roses, photos des grands joueurs de baseball en prime, et d'autres encore. Il s'assit et la regarda préparer les œufs dans cette même vieille poêle noire, les fouetter avec ce même fouet qu'elle utilisait quand il était en 12e à l'école publique. Elle sortit un mouchoir de la poche de sa robe de chambre, toussa, éternua, et lança un merde discret avant de le remettre dans sa poche. « Tu as pris ta journée, maman » demanda Larry. « Ouais, j'ai téléphoné pour prévenir que j'étais malade, dit-elle. Ce rhume ne veut pas me lâcher. Je déteste manquer le vendredi, tout le monde fait ça. Il faut que je me repose un peu, j'ai de la fièvre et des ganglions. »« As-tu appelé le médecin » demanda Larry. « De mon temps, les médecins venaient à domicile, répondit-elle. Aujourd'hui, si tu es malade, c'est le service d'urgence à l'hôpital. Ou bien passer la journée à attendre un charlatan qui veut bien te recevoir sans rendez-vous. Mais alors, t'as intérêt à ne pas oublier ton carnet de chèques. Ces endroits-là, c'est pire qu'un grand magasin la veille de Noël. Je vais rester à la maison et prendre de l'aspirine. Demain, ça ira mieux. » Larry consacra une bonne partie de la matinée à essayer de s'occuper d'elle. Il transporta la télévision à côté de son lit. « Tu vas attraper une hernie » avait-elle dit en reniflant, et lui avait apporté du jus de fruits et un vieux flacon de gouttes contre le rhume. Puis il avait couru chez le marchand de journaux lui acheter quelques livres de poche. Après cela, il n'avait plus eu grand-chose à faire, si ce n'est se taper réciproquement sur les nerfs. Elle s'était étonnée que la réception soit si mauvaise dans sa chambre, et il s'était cru obligé de répondre que mieux valait une mauvaise réception que pas de réception du tout. Finalement, il avait annoncé qu'il allait faire un petit tour. « Bonne idée, avait-elle dit, manifestement soulagée. « Je vais faire un petit somme. Tu es bien gentil, Larry. » Il avait donc descendu l'escalier étroit, l'ascenseur était toujours en panne, et arrivé sur le trottoir, il s'était senti soulagé lui aussi, et un peu coupable. Il avait toute la journée devant lui et un peu d'argent dans les poches. Mais maintenant, à Times Square, il sentait sa belle humeur l'abandonner. Il se promenait, sans but précis, en faisant attention à son portefeuille depuis longtemps transféré dans la poche intérieure de son blouson. Il s'arrêta devant l'étalage d'un soldeur de disques, étonné d'entendre le son de sa voix qui sortait des vieux haut-parleurs. « C'est moi, pensa-t-il, en regardant distraitement les pochettes, mais aujourd'hui cette musique le déprimait. Pire, elle lui donnait envie de rentrer là-bas. Il ne voulait pas être ici, sous le ciel gris comme de l'eau de lessive, dans la puanteur des gaz d'échappement, la main toujours fourrée dans la poche pour s'assurer que son portefeuille était encore là. New York, la paranoïa totale. Et tout à coup, il aurait souhaité être là-bas, sur la côte ouest, dans un studio, en train d'enregistrer un disque. Larry pressa le pas et s'engouffra dans une galerie de machines à sous. Sonneries, grognements électroniques, rugissements de bolides, hurlements irréels de piétons écrasés. Bientôt, pensa Larry, ce sera Dachau 2000 sur ces machines. Ils vont adorer ça. Il s'approcha du comptoir et demanda de la monnaie pour $10 en pièces de 25 cents.
Il y avait une cabine téléphonique en état de marche sur le trottoir d'en face, et il composa de mémoire le numéro de chez Jane. Chez Jane, c'est un endroit où on jouait au poker, et Wayne Stuckey y faisait de temps en temps un petit tour. Larry glissa des pièces de 25 cents dans la fente jusqu'à en avoir mal à la main, puis le téléphone sonna à 5000 kilomètres de là. Ce fut une voix de femme qui répondit. « Ici chez Jane, nous sommes ouverts. »« À tout ?» demanda-t-il d'une voix basse, très sexy. « Écoute, mec, tu te trompes de... Mais c'est Larry ?»« Ouais, c'est moi. Salut, Arlène. »« Où es-tu, bonhomme? On te voit plus ?»« Je suis sur la côte Est, » répondit-il prudemment. « On m'a dit qu'on me courait après et que j'avais intérêt à changer de crèmerie pendant quelque temps. »« Ah oui, ce serait pas en rapport avec une petite fête ?»« Ouais, peut-être. »« J'en ai entendu parler, tu sais. On peut dire que tu avais mis le paquet. »« Est-ce que Wayne est dans les parages ?» demanda Larry. « Wayne Stuckey ? Ah oui, je parle pas de John Wayne, il est mort, lui. »« Mais t'es pas au courant, alors ?» demanda Arlène. « De quoi ?» dit-il. « Je suis à l'autre bout du pays. Il va bien, n'est-ce pas ?»« Il est à l'hôpital, » dit Arlène. « Il a une foutue grippe. Le grand voyage, c'est comme ça qu'on l'appelle par ici. Il n'y a pas de quoi rigoler, des tas de gens sont morts, à ce qu'on dit. Et tout le monde a la trouille, on sort plus. Nous avons 6 tables vides. Tu sais que c'est plutôt rare chez nous. »« Mais comment va-t-il » demanda Larry. « Comment veux-tu que je le sache ?» dit-elle. « Les visites sont interdites. C'est plus que bizarre, Larry, il y a des tas de soldats dans les parages. »« En permission ?» demanda Larry. « Les soldats en permission ne sont pas armés, à ce que je sache, » répondit Arlène. « Et ils ne circulent pas en convoi dans des camions. Non, les gens ont vraiment très peur, et tu fais bien d'être là-bas. »« J'ai pourtant rien entendu à la télévision, » remarqua Larry. « Ici, on en parle un peu dans les journaux, » reprit Arlène. « On dit de se faire vacciner contre la grippe, c'est tout. Mais certains disent que l'armée a dû faire une connerie avec ces histoires de guerre chimique. Non, ça fout vraiment la trouille. »« Oh ouais, tu parles, » dit Larry. « Et y a rien de tout ça, là où tu es ?»« Non. » Puis il pensa au rhume de sa mère, et puis à tous ces gens qui éternuaient et qui toussaient dans le métro. On se serait cru dans un sana pour les tubards. Mais dans une grande ville, il y a toujours des tas de gens avec la goutte au nez. Le rhume, maladie sociale. « Janet n'est pas là, » continuait Arlène. « Elle a de la fièvre, elle aussi, et puis des ganglions. Je croyais pourtant que cette vieille pute était trop coriace pour tomber malade. »« Vos 3 minutes sont écoulées, » annonça la standardiste. « Bon, alors, je rentre dans une semaine sans doute, » dit Larry. « On se revoit quand j'arrive. »« D'accord, » dit Arlène. « J'ai toujours voulu sortir avec un type qui faisait des disques. »« Et Arlène, » reprit Larry, « tu connaîtrais pas par hasard un type qu'on appelle Dewey, le dealer ?»« Oh » dit-elle d'une voix catastrophée. « Oh, Larry !»« Quoi ? Heureusement que tu n'as pas raccroché. Je viens de me souvenir que j'ai vu Wayne 2 jours avant qu'il entre à l'hôpital. J'avais complètement oublié, nom de Dieu. »« Alors ?»« Une enveloppe, dit-elle. Il m'a dit qu'elle était pour toi, mais il m'a demandé de la garder dans mon tiroir-caisse pendant une semaine, ou de te la donner si je te voyais. Il a dit quelque chose dans le genre. Il a eu drôlement de la chance que Dewey le dealer soit passé avant lui pour la prendre. »« Et qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda Larry en prenant le téléphone de l'autre main. « Attends une minute, je vais voir, » dit Arlène. Un silence, puis un bruit de papier qu'on déchire. Arlène était à nouveau au bout du fil. « C'est un livret de compte d'épargne, First Commercial Bank of California, avec un total de... plus de 13 000 $. Si tu me demandes de faire part à 2 quand on va sortir ensemble, je t'étripe. »« On te fait pas de soucis pour ça, » dit Larry. « Merci Arlène, garde ça pour moi s'il te plaît. »« Bah voyons donc, je vais pas le jeter à la poubelle, » dit-elle. « C'est bon quand même de se savoir aimer, » dit Larry. Elle soupira. « T'es quand même un drôle de type, Larry, » dit-elle. « Je mets tout ça dans une enveloppe avec nos 2 noms dessus. Comme ça, tu pourras pas m'éviter quand tu te pointeras. »« C'est pas mon genre, ma cocotte, » dit Larry. Ils raccrochèrent, et la standardiste exigea aussitôt 3 $ de plus. Larry souriait toujours bêtement dans le vague. Il ne se fit pas prier et mit les 3 $ dans la fente. Il lui restait encore pas mal de pièces de 25 cents. Il en prit une, et un instant plus tard, le téléphone de sa mère sonnait. Quand on apprend une bonne nouvelle, quoi de plus normal que de la partager avec quelqu'un ? Surtout si ce quelqu'un va en crever d'envie. Il pensa, non, il voulut croire qu'il n'obéissait qu'à un mouvement généreux de son cœur. Il voulait soulager sa mère d'une inquiétude, se soulager lui aussi, lui dire qu'il était à nouveau solvable.
Peu à peu, son sourire s'effaça sur ses lèvres. Le téléphone sonnait dans le vide. Peut-être avait-elle finalement décidé d'aller travailler. Il pensa à son visage tout rouge, fiévreux, à sa toux, à ses éternuements, à ses merdes qu'elle lançait dans son mouchoir. Non, elle n'était sûrement pas allée travailler. Elle n'en aurait pas eu la force. Il raccrocha et reprit distraitement sa pièce de 25 cents quand la machine voulut bien la lui rendre, et il sortit de la cabine en faisant danser la pièce dans sa main. Un taxi s'approchait, il lui fit signe, et quand le taxi repartit, la pluie commença à tomber. La porte était fermée à clé. L'appartement était certainement vide, car il avait frappé 2 ou 3 fois, suffisamment fort pour que le voisin du dessus se mette à cogner lui aussi, comme un fantôme exaspéré. Mais il fallait qu'il entre pour en être sûr, et il n'avait pas de clé. Il allait redescendre pour sonner à l'appartement du concierge, M. Freeman, quand il entendit un faible gémissement derrière la porte. Il y avait 3 verrous sur la porte de l'appartement de sa mère, mais elle ne les utilisait pas tous, malgré sa terreur des portoricains. Larry donna un coup d'épaule dans la porte, un autre coup, et le verrou céda. La porte s'ouvrit violemment et cogna contre le mur. « Maman » Ce gémissement encore. On ne voyait rien dans l'appartement. Le ciel s'était obscurci tout à coup, il pleuvait très fort. Le tonnerre grondait. La fenêtre du salon était entr'ouverte, et les rideaux blancs volaient au-dessus de la table. La pluie faisait déjà une petite flaque sous la fenêtre. « Maman, où es-tu » Un gémissement, plus fort cette fois. Il se précipita vers la cuisine. Un coup de tonnerre, il faillit trébucher sur elle. Sa mère était par terre, dans sa chambre, les pieds dans le couloir. « Maman, maman !» Au son de sa voix, elle essaya de se mettre sur le dos, mais seule sa tête voulut bien bouger, pivota sur le menton et bascula sur la joue gauche. Elle respirait en faisant un bruit d'évier bouché, mais le pire, ce qu'il n'allait jamais oublier, ce fut son œil, le seul visible, qui roulait dans son orbite pour le regarder, l'œil d'un cochon à l'abattoir. Son visage était rouge de fièvre. « Larry !»« Je vais te mettre au lit, maman. » Il se pencha, serra les genoux tant qu'il put pour les empêcher de trembler, et la prit dans ses bras. La robe de chambre de sa mère s'ouvrit, découvrant une chemise de nuit décolorée par de trop nombreux lavages, des jambes blanches comme le ventre d'un poisson, sillonnées de grosses veines variqueuses. Elle dégageait une chaleur incroyable. Larry était terrifié. Personne ne pouvait vivre avec une température pareille. Sa cervelle devait frire dans sa tête. Et comme pour le lui prouver, elle lui dit d'une voix plaintive. « Larry, va chercher ton père. Il est au bar. »« Ne t'agite pas, dit Larry. Reste tranquille. Essaye de dormir, maman. »« Il est au bar, avec ce photographe. » Sa voix montait, criarde, dans l'épaisse obscurité de cet étrange après-midi. Et dehors, le tonnerre continuait à gronder. Larry était couvert de sueur. Par la fenêtre entr'ouverte du salon, une petite brise rafraîchissait l'appartement. Alice frissonna. Elle avait la chair de poule, elle claquait des dents. Son visage était comme une pleine lune dans la pénombre de la chambre à coucher. Larry arracha les couvertures du lit, emmitoufla ses jambes, tira les couvertures jusqu'à son menton. Et pourtant, elle continuait à grelotter si fort que la couverture du dessus tremblotait. Pas une goutte de sueur sur son visage. « Va lui dire que je veux qu'il rentre !» cria-t-elle. Puis ce fut le silence, troublé seulement par le chuintement de ses bronches. Larry revint au salon, s'approcha du téléphone, puis contourna la petite table où il était posé pour fermer la fenêtre. L'annuaire était posé sur une étagère sous la petite table. Il chercha le numéro de l'hôpital de la Pitié, puis il le composa, tandis que le tonnerre continuait à gronder. Un éclair transforma un instant la fenêtre qu'il venait de fermer en une sorte de radiographie bleu et blanc. Dans la chambre à coucher, sa mère hurlait à bout de souffle. Il sentait son sang se glacer. Le téléphone sonna une fois, puis un bourdonnement, puis un déclic. Une voix mécanique répondait. « Ici l'hôpital général de la Pitié. Ceci est un message enregistré. Toutes nos lignes sont occupées. Ne quittez pas, nous vous répondrons dès que possible. Merci. Ici l'hôpital général de la Pitié. Ceci est un message enregistré. Toutes nos lignes... » « On a rangé les serpillères en bas !» criait sa mère, tandis que le tonnerre continuait de gronder. « Ces sales portoricains ne savent rien faire !»« Vous répondrons dès que... » Larry raccrocha. Il transpirait. « Qu'est-ce que c'est que cette merde d'hôpital ? On te répond avec un message enregistré quand ta mère est en train de crever. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces cons ?» Larry décida de descendre pour voir si M. Freeman pouvait s'occuper de sa mère le temps qu'il aille à l'hôpital.
Ou devait-il appeler une ambulance? On ne sait jamais ce qu'il faut faire quand ça va mal. Pourquoi est-ce qu'on ne vous apprend pas ces choses-là à l'école? Dans la chambre à coucher, sa mère continuait à respirer laborieusement. Je reviens tout de suite, murmura-t-il. Il s'avança vers la porte. Il avait peur, terriblement peur pour elle, mais une petite voix lui disait des choses. Ces histoires-là n'arrivent qu'à moi, et encore, c'est bien le moment, quand je viens de recevoir une bonne nouvelle. Et pire encore. Merde alors, et mes projets, il faut tout changer maintenant. Il détestait cette voix. Il aurait voulu qu'elle s'en aille, qu'elle crève d'un seul coup, mais elle persistait, et persistait encore. Il descendit l'escalier, 4 à 4. Les éclairs se succédaient dans le ciel noir comme de l'encre. Quand il arriva au rez-de-chaussée, la porte s'ouvrit d'un seul coup, et la pluie s'engouffra dans le couloir.